Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier point d'information. Le Premier ministre a procédé ce mardi au lancement de la 9e édition du RIGES, les rencontres internationales des grands événements sportifs. Jérôme Patrick Achi en a profité pour dévoiler les ambitions de la Côte d'Ivoire sur le plan sportif, un levier stratégique, une économie sportive de référence dans le sous-continent. 6 ans après sa mise en œuvre dans notre pays, la déclaration de patrimoine connaît des avancées notables. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance s'est félicitée ce mardi des résultats obtenus. Près de 80% de 7366 assujettis identifiés depuis 2015 sont à jour de leur déclaration de patrimoine. Et puis le dossier EcoPlus de ce mardi fait un zoom sur l'Institut national de formation professionnelle agricole, une école qui forme plusieurs acteurs répartis dans les différents corps de métier de l'agriculture. On en parle dans quelques instants. Voilà pour les titres et c'est parti pour l'édition 2022 du RIGES, les rencontres internationales des grands événements sportifs. Je vous le disais en titre, c'est le Premier ministre Patrick Achi qui a procédé au lancement officiel ce mardi. Le rendez-vous se tient pour la toute première fois sur le continent africain. Une initiative de Business France qui mobilise une vingtaine d'entreprises françaises. Alexis Ouedraogo. Les rencontres internationales des grands événements sportifs, RIGES 2022 ouvrent leurs portes à Abidjan. 48 heures durant, promouvoir l'économie sportive. Les RIGES sont un lieu d'échange entre décideurs impliqués dans la gestion des grands événements sportifs et entrepreneurs de la filière sport. Cet événement a vocation à présenter l'évolution des différents marchés internationaux de la filière et chaque année, les RIGES réunissent près de 300 personnes et une quinzaine de pays à l'honneur. Organisée chaque année par Business France, l'édition 2022 se tient pour la toute première fois sur le continent africain à Abidjan, en prélude à la CAN 2023. Le RIGES qui est organisé nous donne l'opportunité de réfléchir sur la valeur sociale du sport, la valeur du développement de l'économie sportive, mais surtout d'optimiser les investissements réalisés dans notre pays en vue de la CAN 2023 et pour les infrastructures à venir, les infrastructures de proximité notamment, dans le cadre des Agora et du Précis. Les RIGES sont surtout de grands moments, notamment d'échanges avec des entreprises françaises. La diversification des sources de financement du sport est une exigence claire pour permettre le décollage, l'amplification de cette économie du sport en Côte d'Ivoire. Nous comptons donc sur le soutien engagé de nos fidèles partenaires internationaux et sur celui des acteurs mondiaux de ces marchés pour y parvenir. Avec cette ambition claire du gouvernement ivoirien, le RIGES constitue naturellement un terrain de jeu de prédilection pour renforcer cette stratégie, jouer collectif et incarner un point de rencontre et d'opportunité d'affaires entre les acteurs ivoiriens et africains et entre les entreprises donc, françaises et celles-ci référentes du secteur. Elles trouveront ici l'occasion de nouer contacts de qualité et partenariats innovants dans la mise en œuvre de la politique économique sportive de nos nations et, plus globalement, de notre continent, l'Afrique. Notons que plusieurs pays prennent part à ce rendez-vous, notamment le Cameroun, le Sénégal, le Togo, la République démocratique du Congo et le Tchad. Autre titre de ce journal, près de 80% de 7366 assujettis identifiés depuis 2015 sont à jour de leur déclaration de patrimoine. Il s'agit du taux le plus élevé selon la Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui a révélé ce mardi les différentes catégories d'assujettis. Parmi elles, 97% de magistrats et 93% de membres du gouvernement. En conclave à Grand-Bassam, les experts de l'institution entendent corriger les faiblesses du dispositif actuel afin d'obtenir de meilleurs résultats. Les explications de Dangui Dangui. Le cadre juridique créé par le gouvernement dès 2013 pour promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre la corruption fait obligation aux hautes personnalités civiles et militaires, ainsi que les personnes chargées de la gestion des fonds publics de déclarer leur patrimoine. Au 30 avril 2022, près de 80% des 7366 assujettis identifiés depuis 2015 ont effectué leur déclaration de patrimoine.
Ce taux est plus élevé pour certaines catégories d'assujettis. Par exemple, 100% des membres du Conseil constitutionnel se sont acquittés de cette obligation. Les magistrats, 97%. Les membres du gouvernement, 93%, selon la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, HABG, institution en charge de la réception, du traitement et de la conservation des déclarations de patrimoine. C'est pour améliorer le taux des déclarations que la HABG veut corriger les faiblesses du dispositif juridique actuel qui encadre cette mission. Ces textes sont en quelque sorte des normes de programmation. C'est-à-dire ce que vous souhaitez faire, vous mettez en place dans le but de le faire. Au moment où vous appliquez les textes, vous pouvez voir qu'il y a des écarts. Donc, par exemple, les formulaires que nous utilisons, nous pensons qu'on pourrait peut-être les simplifier. Tous ceux qui sont dans le champ de la déclaration de patrimoine, nous pensons qu'il faut réfléchir sur le champ de la déclaration de patrimoine. Les sanctions qui pourraient s'appliquer à ceux qui n'ont pas fait leur déclaration à temps, on pense aussi à ce sujet-là. Les représentants des administrations assujetties à l'obligation de déclaration de patrimoine et les experts de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance sont ainsi en conclave à Grand Bassam pendant 5 jours. Au menu, des échanges et des réflexions sur le dispositif juridique de la déclaration de patrimoine en vue d'améliorer la pratique en Côte d'Ivoire. On ouvre maintenant le journal de la COP 15. Un jeune artiste a décidé de promouvoir le respect de l'environnement et l'esprit de civisme environnemental. Il se nomme Merbide. Il expose ses toiles sur le parvis du Sofitel Hôtel Ivoire Abidjan. Walter Amadou Ouattara l'a rencontré. Je vous laisse apprécier la suite dans ce reportage. La COP 2015, ce n'est pas que les panels de haut niveau, des déclarations et autres sessions de réflexion, c'est aussi ça. L'art de peindre et de convaincre à travers des toiles et création de l'esprit. La poubelle intelligente parce que sur cette poubelle, on a des messages que chaque visiteur vient mettre. Parce que ça fait partie de la caravane éco-print. Chacun laisse son empreinte écologique. Voilà, vous voyez ici, ils ont écrit vie. Il y a quelqu'un qui a écrit salubrité. Cet artiste sensibilise sur la protection de l'environnement à travers ses œuvres. La poubelle intelligente parce qu'elle sensibilise au port du masque contre le coronavirus et contre beaucoup de maladies. Parce que là, vous avez un visage mais qui a été fait à partir de déchets plastiques et de la toile de jute. Et ensuite, dans le dos de la poubelle, vous avez la plante vivante. Vous avez la plante vivante que vous voyez avec les racines et tout, qui symbolise, sinon pour dire que là, c'est la photosynthèse. Lézou Stéphane, fondateur du musée de l'environnement et du respect de la biodiversité, croit en ses chances de convaincre les visiteurs et de faire d'eux des adeptes de la protection de la nature. La problématique de la gestion des déchets, la problématique des menaces sur la biodiversité dont il fait mention ici, sont des réalités que nous vivons aussi au centre de l'Afrique. Selon l'ONU, la désertification touche près de 12 millions d'hectares de terre chaque année et affecte 40% de la population mondiale. Chacun doit contribuer à son humble niveau pour inverser ce triste tableau. L'agroécologie et les approches territoriales dans les pays de la sous-région, dont la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est le thème d'une table ronde organisée par le district d'Abidjan et l'ONG française Agri-Sud. Les participants ont plaidé pour la création d'un cadre institutionnel. Grâce Kando, Franck Audio. L'agroécologie et les approches territoriales, une table ronde sur le sujet. Il s'agit de mettre en relief les expériences du Sénégal et de la Côte d'Ivoire en la matière. L'intervention du ministre-gouverneur du district d'Abidjan porte sur la préservation des espaces agricoles périurbains de la capitale économique ivoirienne. Méthode choisie, l'approche territoriale. Nous avons une extension d'Abidjan à raison de 200 000 personnes minimum par an. La seule question que nous devons résoudre, c'est comment conjuguer l'extension d'Abidjan avec les exigences d'une agriculture durable. Former nos mamans, former les jeunes, préserver leur emploi, leur donner des revenus réguliers, préserver nos terres et avoir une qualité de production agricole qui préserve la santé des populations
en évitant les engrais chimiques. Des projets soutenus par AgriSud, une ONG internationale qui accompagne les communautés dans la gestion économique de leur production. Au travers de la promotion de pratiques agroécologiques, essayer de trouver des alternatives aux produits chimiques, engrais, pesticides, herbicides, voir comment est-ce qu'on peut développer un plan de développement agricole qui permettrait aux femmes et aux hommes de continuer à vivre de leur métier. Avant le panel sur la préservation des espaces agricoles périurbains d'Abidjan, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé a participé à des échanges sur la promotion et la valorisation de l'économie circulaire. L'économie circulaire s'appuie sur 3 R. Réduire la consommation, redimensionner l'utilisation et puis redonner vie. À travers l'économie circulaire, les ordures peuvent devenir de l'or qui dure. Et de ce point de vue, cela va appeler à une matrice qui permet de partir des ordures vers un produit nouveau. À travers l'économie circulaire, on peut créer des petites unités industrielles dans chaque commune de Côte d'Ivoire. Et justement, le district d'Abidjan a créé un institut consacré à l'économie circulaire à Abidjan, le premier du genre en Afrique. Et on poursuit ce journal avec le dossier EcoPlus de ce mardi qui ouvre une lucarne sur l'INFPA, entendez par là l'Institut national de formation professionnelle agricole. Il a pour vocation de former de nouvelles générations d'agriculteurs. Un peu plus de 1600 apprenants admis au concours sont répartis au sein de corps de métiers comme l'agriculture et la coopération, le foncier rural, les sciences et les technologies des aliments, pour ne citer que ceux-ci. Je vous invite à découvrir la suite dans ce reportage de Jean-Louis Bangbo. Bingerville, célèbre pour son école militaire préparatoire technique, EMPT, où est formée l'élite des forces armées ivoiriennes. L'ancienne capitale de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui en pleine urbanisation, n'est pas spontanément une ville associée aux formations agricoles. Et pourtant, niché à quelques encablures du jardin botanique, l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA, accueille actuellement 1640 élèves en formation générale, professionnelle ou technologique. Quelle est la lecture que vous allez effectuer lorsque vous voulez mesurer un angle dans le cadre de l'implantation de 2003 parfaits? Honoré Kofi est chargé de cours à l'INFPA. Dans cette classe de deuxième année d'agriculture et coopération, la protection et la gestion efficiente des parcelles constituent désormais le fil rouge des cours de topographie qu'il dispense. Notre approche, c'est d'amener les apprenants à pouvoir calculer les superficies des différentes parcelles pour remettre aux autorités afin de trouver les moyens qu'il faut pour que véritablement ils puissent, protéger ces différentes parcelles. Un message que les étudiants se sont appropriés. Dans le temps, nos parents faisaient l'agriculture, je pouvais dire à l'aveuglette, qui défrichaient d'énormes forêts. Et ça fait que notre couvert végétal et forestier a connu des énormes dégâts. Donc il est bien aujourd'hui d'apprendre l'agriculture. On a un phénomène, disons, la déforestation, aujourd'hui qui fait qu'on ne voit plus assez les forêts. Mais on peut faire les reboisements. On fait que demain, ces arbres puissent protéger, disons, l'environnement et puis aussi la pluviométrie. L'INFPA a formé ces 10 dernières années plus de 24 000 étudiants en agriculture, sciences et technologies alimentaires, foncier rural, foresterie, pêche et élevage. Des formations qui ont pour vocation de s'adapter aux différentes mutations de notre société. Au début, les activités agricoles étaient exercées par des personnes certainement qui avaient quitté le chemin classique de la formation, des personnes qui avaient appris sur le tas, des personnes qui avaient appris auprès des parents. C'était une sorte de transmission. Mais aujourd'hui, ce sont des intellectuels, ce sont des étudiants, ce sont des élèves qui font une incursion dans ce domaine pour pouvoir ajouter de la valeur à ce qu'on faisait de façon classique. L'Institut s'adapte également au nouveau paradigme de l'agriculture, à savoir durabilité, résilience et protection du couvert forestier. Nous avons intégré depuis un moment tout ce qui est agriculture aux normes environnementales
et un environnement respectueux aussi de l'agriculture. Les deux termes se rejoignent et c'est pourquoi, dans notre approche, nous avons souhaité aller dans le sens d'une agriculture résiliente. Retour à Benjerville. L'agriculture étant un métier de terrain, nous retrouvons un groupe de futurs professionnels du secteur en plein travaux pratiques. Un cours de préparation d'une parcelle pour la production de bananes plantées. Non, allez juste au milieu, prenez l'interligne d'abord. Une salle de classe en plein air. Mettez la piqueur, vite. Aujourd'hui, ce qui est le plus crucial, le plus important lors de cette formation est d'inculquer les nouvelles notions de l'agriculture durable à nos étudiants. Il y a tellement d'imperfections dans le monde agricole, donc nous apprenons à nos jeunes, à nos étudiants, les nouvelles méthodes de production. Ici, les élèves ont tous un projet professionnel différent. J'étais déjà sur le terrain en tant que moniteur et comme l'agriculture évolue chaque jour, donc je suis revenue sur le terrain encore pour apprendre les nouvelles technologies qui viennent d'arriver encore. Au sortir d'ici, j'aimerais entreprendre, puisque l'agriculture nourrit son homme. Pourquoi pas s'essayer à la terre et non travailler pour quelqu'un? À l'Institut, on n'apprend pas qu'à produire les spéculations agricoles. On apprend également à les transformer. Nous transformons différents produits, c'est-à-dire les céréales, les tubercules, les fruits et aussi les oléagineux. Outre les écoles régionales d'agriculture à Benjerville et à Pengourou, l'INFPA reste également le terreau de la formation au métier de l'élevage, de la pêche et de la foresterie. Désormais, c'est de former des personnes compétentes au métier agricole et qui ne soient pas intéressés par le fonctionnariat. Ils viennent, ils apprennent pendant un certain temps et ils vont diffuser le savoir qu'ils auront appris à travers des projets innovants. Alors que la COP15 bat son plein avec la quête de solutions pour une agriculture durable et respectueuse de la forêt, la formation constitue, pour le gouvernement ivoirien, l'un des principaux remparts contre les problèmes de désertification ou de pénibilité du travail agricole. L'agriculteur doit être bien formé et bien encadré. Pour cela, notre département ministériel dispose d'un programme qui apporte des formations à la carte, quel que soit le niveau de l'agriculteur. L'Institut compte au total 11 écoles réparties sur l'ensemble du territoire national. L'accès y est possible par concours. Les étudiants en sortent au terme d'une formation de 2 années avec les brevets des techniciens supérieurs et brevets des techniciens agricoles. Vous pourrez revoir ce zoom sur l'INFPA sur RDIA. Une mission de prospection brésilienne est en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré ce mardi à Abidjan le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Il s'agit pour les deux parties d'ouvrir de nouveaux projets dans divers domaines. On en parle avec Lansine Bakayoko. Élaborer de nouveaux projets de coopération technique dans les domaines agropastoraux, en particulier pour le secteur du coton et dans les filières d'élevage. C'est l'une des raisons du voyage de cette mission d'opérateurs économiques brésiliens à Abidjan. L'objectif de notre présente visite, l'objectif est de vous entendre, de connaître les difficultés de chaque secteur. Nous avons aussi un accord de coopération avec l'Union africaine qui permet donc la mise en œuvre de projets soit avec un seul pays, soit avec un groupe de pays, à condition que ces pays, bien sûr, soient signataires, participent, intègrent l'Union africaine. La Côte d'Ivoire, qui a inscrit le secteur agricole comme moteur du plan national de développement, accueille ses opérateurs économiques les bras ouverts. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, espère donner davantage de vigueur à l'élevage laitier. Déjà, on a des laboratoires dédiés avec le Brésil constitué une force pour atteindre nos objectifs de production. Aujourd'hui, on a besoin d'aller ailleurs qu'au Brésil où le modèle est déjà là. Donc nous devons nous inspirer pour développer
nos différents secteurs d'activité. La mission brésilienne s'achève le 20 mai avec probablement des signatures de conventions. On sort de la COP 15 pour jeter un coup de projecteur sur la brigade d'investigation et de contrôle urbain du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui continue d'écumer le terrain dans la commune de Cocody. Elle a procédé jeudi dernier à la destruction de 4 villas duplex dans le quartier de Yorobité 1. Il s'agissait d'ouvrages qui n'avaient aucun permis de construire. Une opération de démolition suivie par Cheikh Aboubakar Koné. Seulement 3 jours après son acquisition, la nouvelle pelleteuse 326D du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est entrée en action en démolissant 4 villas duplex de type R+1 à Yorobité dans la commune de Cocody. Il y a une mise en demeure qui n'a pas été respectée. Depuis combien de temps? Depuis plusieurs mois, on attendait d'avoir le matériel nécessaire pour faire cette démolition. Et heureusement, grâce au gouvernement, grâce au CPC, qui a permis l'acquisition de cet engin, donc de cette pelleteuse, qui nous a également doté d'une chargeuse, qui nous a également doté d'un porte-char et d'un camion benne. Je pense que nous serons de plus en plus efficaces sur le terrain afin de faire cesser les désordres. En plus de l'absence de permis de construire, le maître d'ouvrage incriminé, qui était récidiviste des fichiers de la brigade d'investigation et de contrôle urbain, ne détient pas de titre de propriété sur 25 autres villas duplex dont il est propriétaire sur la même parcelle. En dépit de toutes les injonctions suivies de mise en demeure, le maître d'ouvrage s'est obstiné à poursuivre les travaux. Je demande à tous nos concitoyens de construire conformément aux cours de la construction, conformément aux règles du permis de construire qui encadrent les constructions. Donc avoir un permis de construire, c'est fait accompagner par un bureau de contrôle, c'est fait accompagner par un architecte. C'est ça qui garantit la stabilité des bâtiments. Depuis le début de l'année, la brigade d'investigation et de contrôle urbain a réalisé 15 démolitions, effectué 4000 contrôles, dont plus de 3000 n'ont pas de permis de construire. Tout de suite, le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 17 mai 5 nouveaux cas de Covid-19 sur 505 échantillons prélevés, soit 0,1% de cas positifs, 5 guéris et 0 décès. À la date du 17 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 82 013 cas confirmés, dont 81 190 personnes guéries, 799 décès et 24 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 512 337. Le 16 mai 2022, 11 210 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 691 643 doses du 1er mars 2021 au 16 mai 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans le centre dédié. Il rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire. Au moins 8 millions de personnes à travers le monde sont concernées par l'hypertension artérielle, une maladie métabolique qui frappe 40% d'individus dans notre pays, selon les chiffres du ministère de la Santé. Eh bien, ce 17 mars était consacré à la lutte contre cette maladie pour laquelle les médecins préconisent la pratique régulière du sport. Le compte-rendu de Didier Nguessan. Tension, indice de masse corporelle, taux de glycémie. Des précautions qui permettent de prévenir les maladies métaboliques, notamment l'hypertension artérielle, pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé consacre cette journée du 17 mai. C'est manque de connaissances et de négligence. Pour eux, la santé a un prix, donc ce prix, il ne faut pas le payer. Mais je crois qu'il vaut mieux dépenser pour vivre que dépenser pour les funérailles. Le dépistage est un élément très important. Donc quand le sujet vient pour contrôler sa glycémie, il y a des marges déterminées dans le monde entier par l'OMS. Cette glycémie-là
ne doit pas excéder 1,26 g par litre. La sédentarité, le manque de sport et la consommation de sel, au-delà de 5 grammes par jour et par personne, sont des facteurs pouvant vous rendre hypertendu. Cette norme de l'OMS est largement dépassée en Côte d'Ivoire où, selon le ministère de la Santé, chaque Ivoirien consomme en moyenne 7 grammes de sel au quotidien. L'enquête Prévadia, réalisée en 2017 par le ministère de la Santé, sur la prévalence du diabète et de ses comorbidités a permis de déterminer la prévalence globale de l'hypertension artérielle à 39,92% chez les adultes âgés de 20 à 79 ans du territoire national. Le but de cette cérémonie est d'attirer l'attention des populations sur l'ampleur de cette affection en vue d'étaler la gravité de ses complications médicales. 8 millions de personnes au monde sont affectées par l'hypertension artérielle. En Côte d'Ivoire, 40% des adultes sont concernés. Autre chose à présent, il s'est ouvert ce mardi à l'ONESI les journées du renforcement du traitement des réclamations. À cet effet, les services de l'Office national de l'état civil sont mobilisés sur le terrain. Ils vont recueillir toutes les réclamations en vue d'un traitement adéquat. Mohamed Khalil Diomandé, Walter Amadou Ataha. Nous avons fait notre pièce d'identité depuis 2018 et depuis lors, ce n'est pas encore sorti. Pour présenter les concours, pour aller à la banque, tout ça, vraiment c'est difficile. J'avais presque 8 mois aujourd'hui. Jusqu'à présent, pas de réponse. Moi, je ne sais pas ce qui ne va pas au juste. Des plaintes bien entendues par l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire, ONESI. À compter de ce mardi 17 mai, démarre une opération exclusivement dédiée aux réclamations de cartes nationales d'identité. Il s'agit pour l'ONESI de redéployer son dispositif de proximité en vue de permettre aux personnes en attente de leur pièce d'identité depuis au moins 45 jours d'obtenir l'information exacte sur le statut de leur demande et les orientations nécessaires pour un meilleur traitement. Le palais des sports de Trècheville, la place Figayo de Yopougon et la mairie d'Abobo serviront de cadre pour la circonstance. Cette opération concerne environ 450 000 personnes pour lesquelles nous avons besoin de les revoir, soit pour reprendre une photo, soit pour reprendre leurs empreintes, soit pour qu'elles puissent nous préciser leur centre d'état civil. Si vous nous envoyez un document et que ce document-là, nous ne pouvons pas le retracer, alors nous sommes obligés d'attendre de pouvoir le retracer avec votre concours. L'ONESI aujourd'hui se tourne vers vous pour que vous puissiez venir, pour qu'ensemble nous puissions trouver la solution. Concernant le délai de délivrance de la pièce nationale d'identité, le directeur général de l'ONESI est précis. Le délai de traitement, si toutes les informations que vous donnez, nous pouvons les tracer facilement, 45 jours pour une nouvelle demande, c'est largement suffisant. Cette vaste opération de traitement de réclamation de carte nationale d'identité s'achèvera le mardi 31 mai 2022. Elle sera également étendue dans les hameaux les plus reculés du pays. On parle maintenant de politique et on se rend dans la commune d'Abobo où le RHDP est déjà en ordre de bataille. Un peu plus de 4300 comités de base viennent d'être mis en mission par des cadres du parti. Kandia Kamara et Amadou Kone les ont appelés à faire rayonner le parti dans la commune. Abou Sanogo. Siège du RHDP à Abobo. Les secrétaires départementaux, les commissaires politiques et les présidents du comité de base visités par le ministre Amadou Kone, émissaire du directoire du RHDP, le rassemblement des OPT Stop la démocratie et la paix, qui avait à ses côtés la vice-présidente du directoire du RHDP, Kandia Kamisoko Kamara. Objectif, échanger avec l'ensemble des militants et mettre à jour le fichier électoral. Pour le chef de délégation, il y a de nombreux défis à relever et pour cela, il compte investir la commune d'Abobo pendant 10 jours pour l'atteinte d'un résultat. Les militants à Abobo restent engagés pour le président, restent engagés pour le RHDP. C'est un engagement fort depuis une trentaine d'années, mais qui demeure. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir et qui augure d'un travail excellent d'implantation future. Donc à Abobo, nous pensons que la population électorale à Abobo
tel qu'on l'a aujourd'hui devrait être considérablement amélioré. Donc tout ce que nous avons eu comme échange ici, donc nous ont montré cet engagement-là de l'ensemble des militants. Tout sera mis en œuvre selon la vice-présidente du parti, Kandia Kamara, afin que la mission de restructuration du parti à Abobo connaisse un succès franc. Nous prenons l'engagement de faire en sorte qu'il réussisse cette mission qui est très importante pour le parti, pour la vie du parti, pour la survie du parti, mais surtout pour la victoire du parti à toutes les échéances électorales. Parce que la victoire à une élection dépend justement de la présence des électeurs sur la liste électorale. La commune d'Abobo sera désormais, selon l'émissaire du RHDP Amadou Kone, subdivisée en 9 départements politiques en lieu et place de 12. À Abobo, ce sont 12 départements politiques, 77 zones, 377 sections pour 4340 comités de base qui ont été mis en mission pour le rayonnement du RHDP à Abobo. Dans l'actualité hors de chez nous au Mali, le gouvernement d'Assimi Goïta affirme avoir déjoué un coup d'État. La tentative de putsch a eu lieu dans la nuit du 11 au 12 mai et a été soutenue par un État occidental selon le communiqué de l'exécutif malien. Un putsch imputable à un groupuscule d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes, toujours selon un communiqué lu à la télévision nationale. Fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable soirée sur RTI 1. Bonsoir.